Je voudrais avant tout remercier Mercedes et le comité d'organisation pour m'avoir invité à ce colloque et je tiens aussi à dire que je regrette de ne pas être avec vous présente à ce colloque. Cette étude porte sur les emprunts dans la langue italienne. Mon but est de montrer que la langue italienne, comme toute autre langue vivante, est une langue mobile, métissée, qui n'a cessé au cours de son histoire de s'enrichir d'apports lexicaux et culturels, empruntés à d'autres idiomes avec lesquels elle est rentrée en contact. Il convient avant tout de rappeler que l'italien a d'abord emprunté à différentes époques à la langue française, puis avec la mondialisation et le progrès, c'est la langue anglaise qui s'est imposée. Cependant, parmi tous les emprunts linguistiques incorporés dans la langue italienne, l'anglicisme est l'emprunt le plus controversé, perçu par certains comme une menace à combattre. Dans cette optique, cette étude consistera à présenter les emprunts lexicaux qui figurent dans la langue italienne et qui sont répertoriés dans les dictionnaires monolingues italiens. Après quelques remarques sur le phénomène de l'emprunt, nous verrons que la langue italienne est en train de se transformer en un mélange d'italien et d'anglais, défini par le terme itanglaise. Pour mieux comprendre les dynamiques langagères liées à la langue italienne, il convient tout d'abord de présenter un bref excursus historique de sa création. L'histoire de la langue italienne est un mélange culturel et linguistique de différents dialectes locaux. Avant l'unité italienne, l'Italie n'avait pas une langue nationale. Les dialectes constituaient le seul moyen de communication. C'est sur ce fractionnement linguistique que s'est construite l'identité italienne et ce n'est que pendant la Renaissance que s'est forgée la langue italienne qui s'est concrétisée en 1861 comme langue nationale lors de l'industrialisation et l'urbanisation. Nourrie par le rayonnement international du français qui avait pénétré la langue italienne à toutes les époques en raison de différents facteurs. Les traces de ces contacts sont perceptibles, par exemple, dans des mots italiens issus du vocabulaire appartenant à la langue française, dans les domaines alimentaires, domestiques, vestimentaires ou du quotidien. Je cite quelques exemples. Bandeau, bouquet, buffet, chalet, chemisier, chic, dessert, foulard, garage, manicure, menu, prêt-à-porter, savoir-faire, tapis, etc. Et c'est pour ces raisons qu'une langue pure n'existe pas, car les mots voyagent et accompagnent les choses. Et en échangeant des produits, les peuples échangent tout naturellement des mots. Et pourtant, l'histoire de l'Italie nous apprend que pendant la Seconde Guerre mondiale, la politique de l'époque interdit d'introduire dans les dictionnaires des mots étrangers. Pour la défendre, elle créa la commission L'italianité de la langue qui avait comme tâche de d'épurer la langue italienne et de remplacer tout mot étranger soit par des mots italiens, soit par des archaïsmes ou soit par des mots italianisés ou provenant du latin. Mais cette défense ne peut rien contre les changements linguistiques d'une langue, car une langue qui est un organisme qui change avec le temps. Et je cite Saussure, radicalement impuissante à se défendre contre les facteurs qui déplacent d'instant en instant le rapport du signifié et du signifiant. Fin de citation. De nos jours, cette lutte contre l'invasion massive des mots étrangers n'est plus adoptée, car l'italien se montre fort hospitalier vis-à-vis de l'anglo-américain vers lequel elle ne cesse de basculer. L'évolution linguistique est justifiée par le contact entre les langues qui va générer des emprunts réciproques, provoquer l'élaboration de codes communs et nouveaux de communication. D'ailleurs, je cite Dubois, l'emprunt est le phénomène sociolinguistique le plus important dans tous les contacts de langue. Fin de citation. Mais Louis de Roy se demande, qu'est-ce qu'un emprunt? N'est-ce pas, comme il affirme, une forme d'expression qu'une communauté linguistique reçoit d'une autre communauté? Et son sens ne désigne-t-il pas autant l'action d'emprunter qu'une chose empruntée? Or, s'il est vrai que l'action découle dans une large mesure du latin, il faut aussi souligner qu'il a beaucoup emprunté à d'autres langues. Et pour résoudre la pénurie lexicale, la langue italienne a pris ailleurs et a fait sien des mots qui rapportent des réalités locales.
Mais beaucoup de mots reviennent de l'étranger à leur bercail linguistique. Les mieux connus de ces emprunts aller-retour sont les mots de l'ancien français qui, passés en anglais, ont été rempruntés par le français moderne, et ceux du latin qui ensuite sont entrés dans la langue anglaise pour ensuite pénétrer dans la langue italienne. C'est pourquoi nous avons décidé d'analyser étymologiquement des mots très employés par la presse et les locuteurs, comme par exemple abstract, lobby, mailing, vintage, etc. Et pour mieux comprendre comment ils ont migré d'une langue à l'autre et comment ils sont arrivés de nos jours dans la langue italienne. Je vous cite quelques exemples. Abstract, c'est un mot anglais, mais son étymologie nous informe qu'il vient du latin abstractus et du verbe abstrao, au sens de tirer, traîner loin d'eux, séparer d'eux, détacher d'eux. Il passe donc du latin à l'anglais, puis il rentre dans la langue italienne en 1960 pour indiquer un bref résumé d'un article de recherche ou toute autre analyse sur un sujet donné dont le but est de présenter brièvement le contenu du document entier. Voyons aussi le mot lobby. Il vient du latin médiéval lobbia, au sens de loggia, et il indiquait une tribune parlementaire réservée au public. Mais il provient aussi d'une source germanique, lubba, signifiant haut, le toit. Le mot lobby fait d'abord son apparition aux États-Unis en 1857, puis plus tard en 1593 dans la langue anglaise. À l'origine en anglais, ce mot signifiait couloir, puis il prend le sens employé aux États-Unis, à savoir celui de groupe de pression qui défend les intérêts de parties prenantes dans les décisions publiques. Et c'est avec ce sens qu'il pénètre dans d'autres langues, dont la langue italienne en 1929. Mailing, par exemple, est issu du français mal, valise, et est présent dans la langue anglaise depuis 1928. Mais dans la langue française, il apparaît au XIIe siècle. Il désignait un sac ou un coffre servant à ranger les affaires à emporter lors d'un voyage. Successivement, le mot a évolué, prenant le sens de sac destiné à contenir le courrier, puis celui de voiture des services postaux appelé mail-poste. C'est ainsi qu'il rentre en anglo-américain en 1828 au sens de send by post, envoyé par la poste du courrier. Puis, plus tard, en 1876, il prend le sens de registre d'adresse. Aujourd'hui, il est considéré un anglicisme. Dans la langue italienne, il apparaît en 1983 dans le domaine commercial pour indiquer une technique de vente par correspondance. Donc, suivre la affiliation et le cheminement des mots nous permet de remarquer qu'ils ont été transmis par d'autres langues, qu'ils ont eu des parcours synchroniques et diachroniques différents et au fil du temps une extension du sens. Or, de cette brève analyse, nous observons que la langue italienne n'emprunte pas globalement le signifiant et le signifié du mot, mais seulement son acception la plus récente. D'ailleurs, selon les propos de Jacqueline Picoche, l'emprunt est, et je cite, « le besoin de dénommer exactement un produit d'origine étrangère ou une réalité typique d'un pays lointain ». Fin de citation. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'examiner les dictionnaires, en particulier Zanickel et Dovod-Olli, afin de comprendre combien de mots étrangers sont arrivés dans la langue italienne. Et nous remarquons que au XVIIIe siècle, il y a 28 mots anglais. Au XIXe siècle, 187 mots. Au XXe siècle, 2376. Et au XXIe siècle, nous avons 2880 mots anglais. Le français, les mots français, il y en a 44 au XVIIIe siècle, 244 au XIXe, 566 au XXe et 969 au XXIe siècle. Il y a aussi, au XVIIIe siècle, 2 mots espagnols, 36 mots espagnols au XIXe, 75 au XXe siècle et 187 au XXIe siècle. Nous avons un seul mot allemand au XVIIIe siècle, nous en avons 24 au XIXe, nous en avons 64 au XXe et nous en avons 155 au XXIe siècle. Au total, nous avons dans la langue italienne au XXIe siècle 4191 mots étrangers. Il faut préciser, bien entendu, qu'il est difficile d'estimer avec exactitude le nombre d'emprunts faits par l'italien au XXIe siècle,
car, bien entendu, il n'y a pas dans les dictionnaires le lexique spécialisé. Ainsi, nous pouvons dire que si nous voulons transformer les données en pourcentage, nous pouvons remarquer que nous avons 1,8% au XXe siècle de mots anglais, 0,60% de mots français, 0,11% de mots espagnols, 0,9% de mots allemands, pour un total de 2,62% de mots étrangers dans la langue italienne au XXIe siècle. Donc, contrairement aux idées reçues, l'italien n'est donc pas menacé par une invasion de mots étrangers et ni d'anglicisme, car il y en a seulement 1,8%. En fait, le résultat montre que l'italien a emprunté, et je répète, seulement 1,8% des mots anglais. Et pourtant, la perception que les Italiens ont envers l'emprunt anglo-américain est plus forte et est probablement liée à l'omniprésence dans tous les domaines de la vie du consommateur. Les médias, les organismes publics et toute autre source d'information jouent un rôle important dans la diffusion des mots anglais. Il suffit de lire les affiches publicitaires pour remarquer qu'ils regorgent de termes tels que best price, free, special price, etc. C'est la raison pour laquelle il existe de nos jours dans l'opinion populaire un sentiment répandu selon lequel l'italien cède devant l'anglais. À ceci s'ajoutent les mots anglo-américains figurant dans les dictionnaires italiens au même titre que les vocables purement italiens. En fait, les dictionnaires, en lexicalisant les termes plus usités, témoignent de l'influence de l'anglais sur l'italien. Et ceci dans tous les domaines. Il suffit de voir dans le domaine de l'automobile, airbag, SUV sont des mots très utilisés. Dans le domaine de l'informatique, Internet, technologie, nous avons les mots drive, hacker, open. Dans le domaine de la vie économique et politique, on pourrait citer first lady, flat tax, et encore dans le quotidien et dans le travail, like, mailing, workshop, replay, team. Dans le domaine de l'information, de la publicité, fake news, scoop. Dans le domaine du cinéma, casting, flashback, zoom. Dans le domaine de la musique, du jeu, du sport, des voyages, first minute, fitness, green. La plupart des termes anglais ou anglo-américains ont atteint un ample usage parmi les locuteurs natifs. D'autres, en revanche, sont moins usuels et répandus et ne sont pas partagés par tous, comme le fait remarquer Louis de Roy. Et je cite, « L'emprunt est un intrus. Il n'est pas reçu d'emblée dans la langue emprunteuse à l'égal des mots indigènes. Il s'insinue, peu à peu se travestit, se fait familier, laisse oublier son origine étrangère. Sa pénétration est différente selon les classes sociales et même elle varie d'un individu à l'autre selon l'âge, le degré de culture, les traditions familiales, les opinions publiques, le sexe. » Fin de citation. En guise de conclusion, nous pouvons dire qu'à travers cette étude sommaire, la langue appartient à la sphère culturelle et elle porte en elle une manière d'envisager le monde. Nous avons remarqué que la langue italienne n'est pas une entité inaltérable, mais une langue en mouvement qui épouse le renouvellement de la société et ses contours culturels. Nous avons aussi souligné qu'il importe de tenir compte qu'elle est le produit de l'interaction entre différentes langues et qu'elle s'est enrichie au fil du siècle de mots venus d'ailleurs. L'italien évolue et est obligé de nos jours à puiser des néologismes dans la langue anglaise. D'ailleurs, nous avons vu que les mots voyage sont métis et empruntent à d'autres parlers pour ensuite s'ancrer dans la langue. Car le recours à l'emprunt est une exigence qui comble une lacune dans le vocabulaire. Il est vrai que l'emprunt linguistique est un phénomène important appréhendé du point de vue linguistique et que l'anglais exerce une grande influence sur l'italien depuis déjà le XXe siècle et qu'au XXIe siècle, il a pris de l'ampleur. Mais la constatation que nous devons faire est que les emprunts anglais ne peuvent pas être considérés comme des signes de contamination linguistique, mais comme un signe de vitalité qui protège la langue italienne des ghettos culturels. Il est peut-être aussi vrai que l'italien est en train de se transformer en it-anglaise, mais ce métissage devrait être considéré autant comme un enrichissement de la langue italienne en vue de se procurer une plus ample liberté de création lexicale que comme un signe de raffinement identitaire.
Je vous remercie pour votre attention.